Riff & Jack avec JF sur Happiness. Aujourd'hui, on reçoit un groupe amiénois qui fait beaucoup parler de lui, Thinking Too Much, ou TTM pour les initiés. Son rock teinté des années 70, parfois planant, parfois explosif, un violoncelle porté par une remarquable voix féminine. Des influences qui vont de Led Zeppelin au Red Hot en passant par Dead Poets Society, des histoires de monstres sous le lit, de pensées qui tournent trop vite, de jours qui durent 25 heures. Un univers fun, coloré, excentrique, attachant. Le groupe sort un premier EP, A Day is 25 Hours, donné déjà 20 concerts, obtient quelques distinctions et prépare déjà son prochain EP. Avec nous aujourd'hui, Élise au chant et au violoncelle, Charles à la batterie, François à la basse et Léandre à la guitare. Bienvenue dans Riff & Jack. Bonjour jeunesse. Riff & Jack avec JF. Eh bien bonjour, comment ça va tout le monde ? Bonjour, ça va ? Bonjour, ça va super bien. Bienvenue dans l'émission, content de vous recevoir aujourd'hui. Alors, comment TTM, ça a commencé tout ça, hein, la complicité, Léandre, François ? Ouais, ça démarrait déjà avec François et moi du coup, où voilà, nous on enchaînait les groupes depuis déjà 10 ans. Oh putain. 10 ans. Déjà 10 ans. Et voilà, on enchaînait les groupes et puis ensuite Charles qui faisait de la batterie, qui est le fils du coup de François. Ouais. Donc Charles, hein, qui devient le batteur du C'est groupe ça. en 2023. Et comment se construit la collaboration musicale père-fils entre vous deux, François, Charles ? Très très mal. On imagine. Non, comme une relation bassiste-batteur, j'ai envie de dire, on travaille ensemble, on essaye d'être le plus... Vous n'êtes plus père et fils, vous êtes musicien. C'est ça. On essaye. François ? Oui, pour le groupe, sur l'histoire du groupe, ça, effectivement, c'est une longue histoire avec Léandre. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que on a eu, comme de bien entendu, avec l'arrivée d'Élise, qui a chanté pour un examen de Charles, Ouais. puisque Charles et Élise sont tous les deux au conservatoire. Et quand on a fait une première journée ensemble, tout de suite, on a senti qu'il se passait quelque chose et que la fusion s'opérait au sein de... Ouais, vous dites d'ailleurs que tout a commencé par une forte amitié musicale. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous ? Alors l'amitié, c'est avec Léandre, puisque ça fait 10 ans qu'on vit presque ensemble 2-3 jours par semaine, Ouais. on travaille beaucoup. J'ai ma chambre chez François déjà. D'où vient ce mélange rock 70s, du funk, du modern rock ? C'est... Ça c'est les influences de chacun. Ouais. Chacun en fait dans les compos apporte son univers en fait et on essaie de mélanger un peu tout ça et puis Ouais, ça crée ce qu'on fait quoi. Après, il y a Léandre qui a vraiment ces influences-là. Et puis pour le coup, moi, vu que je viens plutôt du conservatoire, j'écoute plutôt du classique et aussi du jazz parce que je fais mes études là-bas en Et chant donc de jazz. c'est toi qui apportes en fait toute cette tonalité un peu jazzy, un peu... Oui, et voilà, avec, c'est ça. avec du classique aussi, Mhm. on verra avec le violoncelle notamment. J'essaie de mêler le violoncelle avec le rock parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'exploiter ça. Et ouais, pour le coup, j'écoute plutôt du jazz, du classique, mais je me lance plutôt en ce moment dans l'écoute du rock aussi, avec le groupe et tout. J'aime beaucoup. Et t'en es où avec le rock alors ? Avec le rock, en fait, c'est un peu arrivé en même temps que Thinking Too Much et The Voice Kids. C'est à The Voice Kids où j'ai chanté vraiment pour la première fois du rock. Et sinon, avant, j'avais fait que du jazz. Et voilà, et là j'écoute de plus en plus de rock avec le groupe, du coup ça me permet de tester tout ça et franchement j'adore le rock, j'adore. Et alors cette expérience à The Voice Kids ? The Voice Kids c'était une super expérience, ça m'a permis de découvrir plein de choses sur l'univers de la télé, comment ça fonctionne, les backstage et tout, c'était vraiment impressionnant, puis de rencontrer les coachs, avec ma coach Nolwenn et tout, c'était vraiment super, j'ai rencontré des super talents. Incroyable. C'était incroyable. Vraiment incroyable. Votre univers raconte des monstres, des insomnies, des obsessions. Comment a émergé cet imaginaire ? Charles, tu veux en parler ? C'est une amie de Charles qui... donc c'est une amie que j'avais rencontrée au collège, ça commence à faire un moment. Puis ça a été donc la première chanteuse du groupe qui a écrit donc les premiers textes, notamment ceux qui sont dans le premier EP. Donc elle a écrit tous les textes, elle les a interprétés au début. Et voilà, donc c'est entre autres cet univers-là qui vient d'elle, mais aussi qui nous correspondait, et c'est pour ça qu'on a aimé les mettre en musique et que ça nous a inspiré pour mettre de la musique dessus. On arrivait à se reconnaître et dans ces textes justement. Voilà.
A Day is 25 Hours, c'est un titre très visuel. Hein. Pourquoi cette idée d'un jour qui dure plus longtemps que prévu ? Eh bien, ça va avec tout ce qui nous touche de près, c'est-à-dire que ce qui nous rassemble et le titre, le nom du groupe Thinking Too Much, c'est pas un hasard, hein, c'est qu'on est tous les quatre des hyperactifs, des hypersensibles. Il n'y a pas assez une journée en fait. Voilà, et les journées ne sont pas assez longues. Quoi. Et, voilà. Et même la 25e heure en fait n'est pas toujours suffisante. Ouais, c'est clair. Comment vous travaillez ce mix entre violoncelle, riff saturé, rythme hyper dynamique ? Il y a vraiment un melting pot en fait de tout ça. Alors, dans la composition, on s'est donné... Alors, on se donne pas vraiment de règles. Et en tout cas, nous... Enfin, je parle pour moi, mais vous direz si... je pense que c'est partagé. On n'aime pas... on voudrait pas être un groupe où, quand on a entendu la 10e chanson, on a l'impression d'avoir entendu 10 fois la même. Quoi. Et donc, un des éléments qui nous caractérise, c'est qu'à chaque composition, on essaye d'explorer tous les systèmes rythmiques, de faire beaucoup de changements aussi au sein de la chanson. Ça caractérise vraiment nos titres. Ça explique quand même toute cette diversité. Ouais, ça, ouais. Et ça vient des influences aussi, parce qu'entre Charles, qui est batteur de jazz, mais aussi qui adore le métal, voilà, Léandre, qui est plutôt années 70 dans le rock, moi j'aime bien le funk, j'ai été élevé au son de Prince. Voilà, c'est ce mélange-là qui fait qu'on veut y mettre à chaque fois. Vos influences vont de Led Zepp à 21 Pilots en passant par les Red Hot. Qu'est-ce que vous retenez de chacun ça ? Ah bah les Zepp, c'est moi. Hein. Ouais, Clairement, hein. Oui, bah moi j'ai toujours été fan, voilà, des Nourri au biberon, Led Zepp. Bah, c'est ça en fait. Dès que mon père a commencé à me faire écouter les Stones, Led Zepp, tous les grands groupes en fait qu'il écoutait, à 6 ans, j'avais envie de faire de la guitare. Quoi. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a Personne ne t'a obligé. Hein. Voilà, non, personne ne m'a obligé. On m'a juste mis les bonnes choses dans les oreilles. Et après, derrière, j'ai tellement kiffé. Hein. Après, oui, c'était dur parce que forcément, on joue pas comme Jimmy Page en 3 jours. Hein, donc, au début, quand t'as 6 ans, c'est un peu complexe. Mais sinon, voilà, on s'accroche et puis voilà. Et toi, alors, Élise, tes influences ? Mes influences, comme je l'ai dit, voilà, ça part un peu du classique, du jazz. Et en rock, on va dire que j'adore la voix d'Emily, la chanteuse du groupe Evanescence. Elle a une voix puissante, incroyable, donc je m'en inspire beaucoup. En ce moment, il y a Léandre qui m'a fait découvrir un chanteur que j'aime beaucoup, Youngblood. Je m'en inspire beaucoup aussi. J'adore vraiment son timbre et même sa façon de se mouvoir sur scène et tout. C'est vraiment, enfin, je m'en inspire beaucoup. Et puis voilà, les sonorités. La coqueluche de ta génération, ça. Ouais, voilà. Est-ce que la présence d'Élise a changé la façon dont vous composez aujourd'hui ? Alors, c'est en train d'évoluer, je pense, et ça va se faire, mais on reste sur une base qui est toujours en fait issue de l'apport guitare-basse au début. Et Élise nous amène maintenant des mélodies qu'on pose à la guitare. Mais oui, enfin, ce qui est sûr, c'est que sur le prochain EP, on va avoir des compositions qui auront une teinte un peu plus Élise, puisqu'elle nous amène des mélodies. Ouais. Et sur l'interprétation aussi, mais ce qui est amusant, c'est, comme on a changé de chanteuse, c'est de voir qu'un titre, en fait, l'essence et le fond d'un titre, quels que soient les interprètes, il est toujours là, c'est ça qui est amusant. Ouais, et surtout, c'est qu'avec Marianne, on n'avait pas du tout le même timbre de voix, donc toute la. Donc il a fallu travailler tout ça. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai pris les chansons de Marianne, j'ai gardé tous les textes et tout, et après, j'ai tout réadapté à ma voix, donc j'ai, on va dire, effacé toutes les mélodies, refait pour que ça s'adapte à ma voix, et enfin voilà, j'ai tout recomposé, et voilà, et même, c'est ça. Puis là, sur les nouveaux morceaux, pour le coup, j'apporte directement accords. Enfin voilà, quand j'apporte quelque chose, du coup, j'ai un peu tout en même temps. Et du coup, quand on chante, quand il y a des chœurs en fait sur le groupe, là, comment ça se travaille quand on a une voix qui porte comme celle d'Élise ? Eh bien, il y a un membre du groupe qui prend des cours de chant parce qu'il se voit pas essayer de faire des chœurs sans être à peu et de près au confiance niveau. en soi. Voilà. Et il essaye un coup de temps en temps, mais c'est pas encore concluant pour l'instant, mais on y travaille. Oui, on y travaille. Voilà. Ouais. Et dans les compos, il y a Charles aussi qui va bientôt nous en amener une. Ouais. Tu écris ? Oui, un petit peu. Au niveau des influences, on parlait un peu des influences et du coup de qu'est-ce qui va m'amener à écrire ou avec quelles influences je vais amener des choses. J'ai commencé dans le rock grâce à mon père qui m'a fait écouter du rock au début,
des choses un peu pop aussi, donc les Red Hot, dont j'étais très fan. Et quand j'ai songé à me professionnaliser dans la musique, je me suis lancé dans la filière S2TMD à Amiens, qui est donc une filière en fait où on a un temps aménagé un emploi du temps aménagé pour aller au conservatoire l'après-midi, avoir plus de temps pour travailler l'instrument. Et donc le bac en fait est fondé sur des épreuves où c'est principalement du classique. Donc j'ai eu toute une formation au lycée qui a été une formation classique en termes de culture, d'éducation musicale. Mais au conservatoire, depuis la 3e, j'ai été en jazz de la 3e jusqu'à ma terminale au conservatoire. Et là, je suis à l'American School of Modern Music à Paris. On ferait une première pause et on s'écoute un premier titre de Thinking Too Much, extrait de leur EP A Day 25 Hours, Juvenile South. Riff and Jack avec JF. Vous êtes de retour sur Happiness dans Riff and Jack et je suis toujours en studio avec Élise, Charles, François et Léandre du groupe Thinking Too Much. Alors, avocate, comment est né ce premier EP de 5 titres ? Racontez-nous un petit peu l'histoire de cet EP. Vas-y. J'y vais. Vas-y. Alors ce premier EP, donc c'est 5 titres qu'on a travaillé sur la base des compositions vues avec Marianne, dont on a parlé tout à l'heure. Alors ça a été un peu compliqué et laborieux parce qu'on c'est en autoproduction. Et l'autoproduction, en fait, c'est quand on découvre ça, c'est énormément de travail, énormément de choses à faire, On a découvert la SACEM, on a découvert le SDRM, tout un tas de les SRW, enfin tout un tas de codes qu'on connaissait pas avant. Donc ça c'est pour la partie un peu administrative et qui est pas très drôle. Mais après on s'est beaucoup amusé parce qu'on a enregistré ça en fait dans notre studio et on a fait appel à un ingénieur du son d'Amiens qui s'appelle Axel, qui est du studio Walnut Groove Studio. Et on a passé du coup des après-midi, je me rappelle, c'est des vendredis, entiers avec lui à discuter de plus de ceci, moins de cela. Et il nous a fait des arrangements aussi assez sympas sur cette EP. Tous les petits effets qu'on a en intro ou des réverbes un peu curieuses à renverser. Alors c'est quoi l'ambiance répète en fait chez Thinking Too Much ? Ah, l'ambiance répète. Alors c'est le dimanche déjà. Ouais. L'année dernière, ça a été des dimanches entiers. Je sais pas si... Donc c'est sympa parce que le midi, On mangeait ensemble. Petit repas familial. Ça soude un peu le groupe. Voilà. Mais on a beaucoup travaillé. Ouais. On a quand même passé des dimanches entiers à la fois à travailler les titres, à les enregistrer. Alors les enregistrements, ça se passe... là, c'est un peu plus... C'est le soir en général pour être au calme. Et on fait, bien sûr, piste par piste, instrument après instrument. Voilà. Je sais pas si... Ouais. Non, mais c'est marrant, petite anecdote, moi pour enregistrer les voix, je suis dans le dressing, c'est marrant des fois. c'est marrant. Ouais, c'est cool. C'est la pièce la plus mate. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, alors pour les voix, j'espère seulement, parce qu'il y a aussi le violoncelle à la place. Oui, alors non, le violoncelle, on fait pas dans le dressing, il n'y a pas la place, mais non, ça, après, sinon, j'enregistre dans la salle de musique. Vous aviez envie d'un disque assez court, mais très marqué. Pourquoi ce format-là ? Parce que pour commencer, voilà... on voulait pas non plus sortir un album tout de suite, quoi. On voulait commencer déjà petit, en faisant notre premier EP, avoir une première expérience en tout cas. Expérimenter, regarder retour. Ouais, c'est ça, d'avoir une première idée de. Je pense qu'on voulait plus du qualitatif que du quantitatif. Ouais, c'est ça, et plutôt que sortir plein de choses d'un coup, on voulait surtout sortir peu. Les meilleures idées qu'on avait finalement, prendre vraiment le meilleur, en faire un EP, 5 titres et puis ça part. 5 titres disponibles sur les plateformes, je rappelle. A Day is 25 Hours. Qu'est-ce que vous vouliez raconter dans cette dernière image ? On voulait raconter qu'on n'avait pas assez d'une journée en fait pour faire tout ce qu'on voulait faire. Et donc on s'imagine un peu un monde de 25 heures et que même en 25 heures finalement on finit c'est pas suffisant. Les textes sont écrits depuis Dublin par Marianne ? Ouais, alors à la base, elle les a écrits avec nous, elle était en France, et elle est partie à Dublin déjà l'année scolaire dernière pour ses études. Et voilà, donc on imagine pouvoir lui envoyer encore un petit peu de musique et voir si elle est
en capacité de nous faire des textes, ça c'est pas exclu, mais c'est quand même... C'est comme ça que, en tout cas, c'est comme ça que cette collaboration à distance, en tout cas. Ouais, on essaye, mais ça va être compliqué. On se rend compte que voilà, les adages sont vrais, hein, loin des yeux, loin du cœur, Ouais. mais elle reste dans notre cœur et on la revoit régulièrement, mais c'est pas facile de continuer de travailler comme ça, quoi. Donc on a une nouvelle parolière qui commence à travailler avec Oui, nous. c'est ça, on peut dire ça, oui. Oui, c'est une bonne amie à moi. Je savais qu'elle aimait beaucoup l'anglais, etc. Oui, c'est ça, du coup, voilà. du coup, elle écrit en anglais, quoi. Voilà, c'est ça, écrire en anglais. Et du coup, ouais, on commence à travailler ensemble et tout. C'est sympa. Elle écrit des textes plutôt bien. Elle écrit des textes dans lesquels elle parle de mensonges, de conflits, de pensées obsédantes. Ce sont des thèmes que vous vivez, ça À des niveaux variables, hein, conflit, oui. Alors si on parle, parce qu'il y a quelques titres qui ont été écrits, notamment Hate and Fury, ça c'est moi qui l'ai écrit, et avec Léandre, on l'a travaillé il y a une dizaine d'années. Cette chanson a 10 ans en fait. Cette chanson elle a 10 ans. Mais on l'a refait à notre sauce en fait sur le P. Et puis on a ressorti les idées de l'époque pour ensuite voilà. Et c'est une chanson qui, pour nous, vu le contexte actuel, a beaucoup d'importance. Et quand on la joue sur scène, elle nous emporte parce que, à l'époque, on l'a écrit, il n'y avait pas encore la guerre en Europe. Et le thème de cette chanson, c'est précisément le retour des extrêmes, le risque de guerre et le fait que l'histoire peut se répéter. Ça, c'est largement abordé. Ouais. Comment est née l'idée du violoncelle comme colonne vertébrale un peu du projet ? En fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est quand j'ai chanté pour un examen de Charles, ils ont tout de suite adoré ma voix et vu que Charles leur avait parlé du fait que je fasse du violoncelle au conservatoire, du coup ils m'ont proposé de ramener mon violoncelle aussi. Et puis voilà, j'ai tout de suite... en fait, je me suis imprégnée des morceaux. J'ai fait toutes les mélodies, je les ai remises à ma sauce et ensuite j'ai apporté du violoncelle. Ce qui rend quand même l'ensemble assez atypique au regard des rythmes soutenus. Ouais. Et puis surtout aussi avec François, on a eu un précédent groupe où on a fait l'expérience d'un violon dans notre groupe de rock. On trouvait ça vraiment génial. Donc le fait qu'Élise fasse du violoncelle, on s'est dit que ça pouvait apporter un truc aussi génial. C'est encore plus grave, encore plus. Ouais. Ça alourdit encore, mais bon, le violoncelle, on le voit dans le rock et à chaque fois, ça transporte quand même. Vous aimez mélanger, d'ailleurs, reggae, du rock, des riffs saturés, mais vous naviguez surtout entre le rock des années 70 et puis un peu le funk des années 80-90. C'est instinctif, réfléchi. Réfléchi, je pense pas. Quand on se met dans mon salon pour être avec la basse et la guitare, et dernièrement avec Élise et Charles au caron, Élise au violoncelle, on se donne pas vraiment de ligne directrice. Alors, on arrive avec un riff ou une mélodie et on le tourne et on voit ce que ça donne. Charles en général nous amène des rythmiques dessus qui nous amènent parfois là où on n'attendait pas à arriver. Et ça se construit comme ça, on s'enregistre bien sûr, c'est tellement facile aujourd'hui systématiquement, et à l'écoute, on voit si on garde ou on garde pas, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a certains titres, en fait, c'est le couplet d'un essai d'il y a 2 ans ou 3 ans, qui vient se greffer sur le refrain de ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a une private joke là-dessus. Ah non, c'est pas ça, c'est juste que les dictaphones sont pleins d'idées. Donc à chaque fois on sort des trucs. Il faut faire le tri. C'est ça. Quel titre a été le plus naturel à enregistrer pour vous ? Wow. Bonne question. Pas facile à dire, parce que en fait, ils sont assez différents les 5. Et pour tout dire, moi, à titre personnel, celui que je préfère, c'est pas toujours le même. Ça change en fonction du moment, de l'humeur. Et celui que tu préfères, c'est le même pour vous ? Non, mais justement, on a à chaque fois. Vous êtes d'accord sur. À chaque fois, même quand on fait des setlists, qu'on a des sets un petit peu plus courts, on a un petit peu du mal à se mettre d'accord sur quelle chanson enlever, quoi. Ouais. Et lequel vous a donné le plus de fil à retordre alors ? Alors il y en a un qui nous demande à chaque fois pas mal d'attention, c'est Juvenile Thoughts, parce que en termes de rythmique et d'enchaînement chant basse par exemple avant le refrain, le tempo est très important et on a du mal à garder le cap, on a tendance à accélérer et il n'y a plus le batteur pour tenir le... Exactement. On fait une petite respiration musicale et je vous propose maintenant d'écouter un deuxième titre, Thinking Too Much, A Day in 25 Hours.
Jack, et autour de la table, j'ai toujours le plaisir d'être avec Thinking Too Much, avec Élise, Charles, François et Léandre. Merci à vous d'être là. Vous avez déjà fait une 20aine de concerts en 2 ans. Comment ça s'est passé cette dynamique, cette belle montée en puissance ? Alors, c'est pas facile parce que trouver des dates de concert, il y a beaucoup de groupes de très bonne qualité qui tournent dans la région. Je crois que c'est, si on parle rien que de la Somme, 300. Ouais. Donc, souvent les salles, les cafés reçoivent tous les jours entre 5 et 10 demandes, je crois. Donc ça a été fait à force de demander, par connaissance aussi. Donc on a d'abord fait des cafés. Notre première date, la naissance qu'on considérait être la naissance du groupe, c'était le 2 février 2024, si je ne dis pas de bêtises. Et le café qui nous a donné notre chance, c'est le Towers Pub, qui n'est pas un café-concert très connu d'Amiens. Oui, c'est pas celui. Mais voilà, le courant est bien passé avec la gérante, celle qui est propriétaire du bar, Brigitte. Et voilà, c'était notre première date. Vu la configuration du groupe et les instruments joués, la spécificité de votre groupe, je trouve que ça colle plutôt assez bien. Ouais. Et on a fait une belle soirée ce soir-là. Et ça a été le début de l'aventure. On a joué après au Déraisonnable, on a joué au Charleston. Donc là, on commençait à toucher des cafés-concerts un peu plus... Le live, en règle générale, ça semble être assez moteur pour vous. Ah oui. C'est ce qui, je pense, nous motive le plus et c'est là où on essaye de performer le plus. En tout cas, c'est là où on met le plus d'attention, je pense, le live. Ouais. Et je crois pouvoir dire qu'à chaque fois qu'on sort d'une scène, on n'a qu'une envie. C'est de recommencer. C'est d'y retourner, de prolonger, d'occuper toute la place. La musique, c'est ça, c'est d'envoyer du plaisir, de l'énergie aux gens. Et là où on est encore plus heureux, c'est quand l'énergie revient. Le bon feedback qu'on attend. Comment vous répartissez l'énergie entre voix, violoncelle, batterie, guitare ? C'est un long travail de balance, ça, du coup. Il n'y avait pas la basse dans la question, donc je réponds pas pour l'instant. Alors pour la basse alors. Non, mais l'énergie, elle vient de tout le travail qui est en amont. Encore une fois, faut pas on peut le dire, pour en arriver à s'intéresser purement à ce qu'on va envoyer au public, il faut réussir à se détacher de ce qu'on joue. Et on les a tellement travaillés, tellement joués, qu'aujourd'hui on les joue un peu comme on marche, quoi. Et c'est là qu'on s'amuse, parce qu'on peut commencer à trotter, puis derrière à courir quand on en est là. Et puis on a nos réflexes. À la batterie, Charles a un jeu de batterie qui est quand même très dynamique, qui groove. Et ça, c'est quand même fabuleux, parce que tous les batteurs ne groovent pas. Et on a la chance d'avoir un batteur qui groove tout de suite. Ambiance Red Hot. Voilà. Et quand ça groove, eh bien, derrière, ça suit, quoi. Et pour parler de comment gérer, en fait, ces différences de dynamique, ça dépend aussi de la configuration du moment. Par exemple, aujourd'hui, on va pas jouer de la même façon, et on va pas forcément penser la musique de la même façon quand on a fait la version acoustique pour aujourd'hui que quand on va faire un concert au R4 où on peut taper comme on veut, parce que de toute façon ce que les gens entendent c'est la façade et que tout est repris, ou alors qu'on va jouer dans un café, ça va être plein de contextes très différents où on va pas appréhender les choses de la même manière parce que le contexte n'est pas le même. Vous avez fait un passage d'ailleurs assez souligné, assez remarqué au R4. Ça s'est passé comment pour vous ? C'était incroyable. C'était vraiment une scène, je pense que c'était la première fois qu'on avait ressenti ça. Vraiment, c'était une super scène, puis le public et tout. un public fabuleux. Ouais, c'est clair. Et franchement, on ne remerciera jamais assez Nicolas, le président et toute son équipe qui nous a fait confiance. On a été bien reçus, un accueil incroyable, une super expérience, quoi. C'est ça, une expérience de fou. On revient quand ils veulent. Ouais, c'est clair. Je crois qu'il vous acceptera bien encore volontiers. Vous aimez beaucoup interagir avec le public, c'est quelque chose que vous travaillez, ça ? Récemment quand même, on peut dire que... la résidence, on a fait une résidence, on a eu la chance de faire une résidence dans la région parisienne, du côté de Mantes-la-Jolie. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé surtout la mise en scène, parce que les morceaux, on les avait, on les connaissait, et on a profité de ces 4 jours ensemble, en fait,
on a fait énormément de mise en scène, quoi. Et on a prévu tout ça, les interactions avec le public, voilà, tout ça a été travaillé. Des mises en scène qui passent aussi d'ailleurs dans votre tenue Ouais, vestimentaire. c'est ça. Très, très spécifique. Allez voir sur les réseaux, allez voir les vidéos. Quel a été le premier concert où vous vous êtes senti, vous vous êtes dit bon allez, ok, là c'est parti, on est un groupe. C'est une bonne question. Le premier concert, j'ai envie de dire, on s'est dit qu'on était un groupe. Quand ça a commencé à prendre de l'importance, je pense que c'était les Élysées à Saint-Quentin, qui est une scène assez importante et assez grosse. Il y avait même une grosse télé à côté pour rediffuser. Un écran géant. Voilà, un écran géant. Et donc je pense que c'est ce moment-là où on s'est dit oui, effectivement, on commence à prendre un peu d'ampleur. Quand j'ai tapé sur ma grosse caisse, le son... voilà. Après, peut-être le concert à la Lune aussi, qui était... Ouais, mais ça, c'était après, du coup. C'était après, mais par contre, c'est vrai que c'était aussi une première vraie expérience dans une salle où... Puis vraiment, où le public était fou aussi, donc c'était trop bien. C'est un public qui vient pour ça. Il vient pour le coup, on sait qu'il vient pour vous voir. Ils viennent pas juste boire un verre. Donc ça doit être d'autant plus impressionnant. Oui, c'était trop bien. Vous avez joué de petites scènes, de gros festivals du coup. Qu'est-ce que ça change dans votre jeu ? Je pense que... Est-ce que du coup vous avez modifié des choses parce que la scène offre des possibilités différentes ? Alors la base est la même, hein. La base du set de toute façon reste la même. Après forcément on adapte le jeu de scène. Quand on a joué au Charlet, bon voilà, il y avait certaines choses qu'on avait travaillé sur une grande scène qu'on ne pouvait pas faire. Voilà, on essaie de s'adapter aussi au lieu où on joue, quoi. Je pense que c'est ça dépend principalement du jeu de scène. Et après pour moi en tant que batteur, c'est un instrument qui envoie quand même beaucoup. Et donc moi c'est des contraintes que je dois gérer. Je sais que sur une grosse scène, donc comme le R4 ou les Élysées dont j'ai pu parler, je peux taper aussi fort que je veux, je m'en fiche. T'as des gens pour régler le son derrière. C'est ça. Qui vont... on va pas me reprocher de jouer trop fort parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de... Enfin si on peut, mais il n'y a pas vraiment de jouer trop fort dans ce genre de scène vu que tout est pris par des micros et rebalancé après sur les façades. Au Charleston, il faut réussir à s'adapter. Donc j'ai un kit un peu plus petit qui est fait justement pour les salles de concert plus petites avec des dimensions plus petites sur les fûts. Et j'adapte mon jeu aussi. Je vais faire exprès de jouer moins fort. Voilà. Faire plus attention au reste. Depuis 2 temps que tu joues souvent le grand écart entre jazz et puis avec des mouvements un peu métal quand même. Comment tu adaptes ton jeu justement à TTM par rapport à... en ce moment, si je dois être honnête, je travaille un peu moins le métal, j'ai plus trop le temps. Mais j'en écoute toujours beaucoup. Le jazz, je trouve que c'est très formateur en termes de rythme, de groove, de feeling. Comment j'adapte, ça va être au niveau du son surtout, que je vais pas avoir le même son entre un moment où je vais jouer du jazz et un moment où je vais jouer du rock avec TTM. Et aussi de mon choix de batterie, mon set, comment je vais le disposer, mes cymbales, le nombre de cymbales, de tomes, de fûts, etc. On va poursuivre cette émission en musique live avec les membres de Thinking Too Much qui s'installent derrière leurs instrus pour nous interpréter leur nouveau titre Fantasy en direct dans le studio Happiness en live. Thinking Too Much. Riff and Jack avec JF. Et retrouvez la version studio de ce titre Fantasy fraîchement déposé sur les plateformes de streaming. Merci d'être avec nous sur Happiness. Vous écoutez toujours Riff and Jack et je suis toujours en compagnie du groupe Thinking Too Much. Vous êtes lauréat du tremplin national musical 2025 après avoir été contacté et accueilli par sa marraine Chimène Badi. Vous avez remporté le prix intergénérationnel avec à la clé de gros coups de pouce. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous ? Concrètement, on va avoir un accompagnement et puis surtout, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on va pouvoir jouer sur une des scènes du Printemps de Bourges en 2026. Ça va être, je pense, une date incroyable quand même. Et comment ça s'est passé en fait cette rencontre ? Alors, cette histoire de tremplin musical, et d'ailleurs on peut recommander
à tous les musiciens de tenter cette expérience parce que c'est assez simple. En fait, c'est uniquement de façon. C'est sur les plateformes que ça se joue. Il faut faire une vidéo. Dans son domicile. Candidate, on fait sa vidéo. On fait son vidéo. Alors, on avait candidaté une première année et on avait mis une vidéo qu'on n'avait pas spécialement construite pour ça. Et donc, la deuxième année, on s'est dit, on va essayer de faire un truc un peu plus travaillé. Et là, on a passé aussi tout un dimanche. On s'est bien amusé. C'est toujours des bons moments. À se filmer autour d'un canapé dans le salon et voilà, on a eu la chance que ça fonctionne. Les gens alors c'est un concours où les gens votent sur internet. Il y a une présélection au début, une présélection et les 50 derniers, c'est ça, je crois que c'était 50. Après c'était sur le vote des il y a quand même beaucoup de postulants, je pense. Ouais, je pense qu'il y a bien 300-400 candidats à l'origine. Quand même. Quand même. Et donc vous sortez sur les 10 derniers. Ouais, il y a 3 lauréats sur ce concours-là. Ouais. Et c'est un concours national, donc ce qui est fabuleux, c'est que quand on a joué sur un showcase le 8 octobre à Paris, et déjà à ce moment-là, c'était assez incroyable. On était accueillis sur un plateau avec des équipes très très professionnelles. On a pu échanger aussi avec des professionnels de la musique très renommés comme Alain Lahana. Alors, le nom ne parle peut-être pas aux gens, mais quand on sait que c'est c'était le tourneur de David Bowie, c'est le tourneur aujourd'hui de Patti Smith, d'Iggy Pop. Voilà, enfin, échanger avec des gens comme ça, c'est incroyable. Ouais. Vous êtes aussi finaliste du Film Sync Award. Expliquez-nous un peu votre démarche et comment vous vivez en fait cette reconnaissance. Alors, c'est encore moi qui vais parler ou Charles, si tu veux. Moi, je peux parler. Ouais. Donc c'était un concours qui visait donc à mettre une séquence de notre musique donc sur une séquence de film qui est choisie tous les ans pour le concours. Et donc on avait postulé pour ça. Donc il y a une présélection qui est faite où on envoie juste notre musique. On dit, on pense que notre musique, telle musique qui nous appartient, irait bien sur cette séquence. Ils vont faire une présélection en écoutant nos musiques. Et après, deuxième tour où ils vont nous demander si on peut. Donc, on doit faire un montage en fait où on met donc notre musique sur la séquence de film et j'ai envie de dire en bidouillant un peu. Donc là, pour l'événement, on avait fait juste guitare, batterie, basse, violoncelle. On n'avait pas mis de voix et on avait arrangé un peu en post-prod pour que ça cale bien avec la séquence. Et donc voilà, on a envoyé ça et puis on a eu la chance d'être finaliste. Et ça fait penser qu'on n'a pas d'ailleurs partagé cette séquence et ça pourrait être amusant. On va essayer de la mettre sur les réseaux, un de ces quatre. Ce serait très intéressant de voir ça. C'était sur la course-poursuite de Sailor et Lula. Je pense que ça parle à tout le monde. C'est une une séquence incroyable. Je crois que c'était la première proposition notamment et effectivement, on peut imaginer votre musique complètement en phase avec un road trip. Vous partez aussi en résidence artistique. Vous voulez travailler quoi en priorité ? Alors, quand on fait une résidence, on va dire là sur celle qu'on a faite à Mantes-la-Jolie, on était plutôt parti sur tout ce qui était scénographie, comment on va bouger, comment est-ce qu'on va emporter le public avec nous, parce que en soi les morceaux on les connaît déjà, c'est un bon exercice aussi pour la scène. Alors. Oui voilà exactement, on a profité de l'espace pour pouvoir savoir ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va sauter, quand est-ce que voilà des choses comme ça. Vous avez votre identité visuelle. C'est toutes les choses qu'on peut pas faire en répète dans la salle de répète où on est un peu plus serré quoi. Et puis on n'a pas les conditions live surtout. Là on était vraiment dans une salle avec des ingé son et lumière avec nous, donc on a pu travailler vraiment comment mêler la scénographie avec la lumière, avec de l'espace, comment faire, et puis dans un contexte d'une salle où il n'y a pas de public, mais il y a quand même l'espace public où du coup on peut s'imaginer qu'il y a le public. Tout à fait. Le prochain EP déjà en préparation, dans quelle direction vous allez ? C'est pas très éloigné de ce qu'on a fait sur le fond, puisqu'on reprend des compositions travaillées il y a déjà quelques années. Il va y avoir un mélange avec Léandre, donc on risque d'être un petit peu quand même sur la même veine.
Enfin, c'est même pas en risque, on le sait. Ouais. Ça sera dans la même veine. Ça va être dans la même veine. Et c'est des morceaux qu'on joue déjà en live. Alors, on fait un peu les choses à l'envers, hein, mais Ouais. les 5 ou 6 morceaux de cette EP, on les joue déjà dans nos concerts. Et c'est d'ailleurs peut-être une réponse à la question de tout à l'heure, est-ce que c'est difficile ou pas d'enregistrer ? En réalité, jusqu'ici, ça ne l'est pas parce que c'est des morceaux qui ont toujours été beaucoup joués avant de les enregistrer. Donc, en quelque part, on sait où on va et on les a déjà arrangés, améliorés. Voilà. Non, rien à ajouter. Très bien. Quels sont les concerts alors qui arrivent et que vous attendez le plus? Ah, Bon, il y en a beaucoup. il y en a quelques-uns. Ouais. Il y en a quelques-uns. Il Moi, y en a déjà. il y en a qui sont passés, qui sont passés déjà. Ouais, c'est ça. Bon, là, on va le 13 décembre. 13 décembre. Ouais, moi, les dates, de toute façon. Ouais. On joue à Rouen, du coup, au Fury Défendu. Après, on a une date sur Paris. Le 29 janvier, le mais 20. avant ça, on a une date aussi sur Beauvais. Sur Beauvais, ouais. Ah oui, on- c'est vrai. En janvier. Ouais. On joue à l'after à Beauvais. Oui, les dates. Ouais. Donc on est content parce qu'on arrive aussi à se développer en dehors d'Amiens. On arrive à toucher un autre public, à toucher d'autres villes. Donc ça fait grandir notre communauté et puis notre visibilité. Plus on partage notre musique, On commence à venir un plus petit on peu est vous chercher. content. Ouais. Ça commence, on a Ouais. eu des propositions l'année dernière et Ok. voilà, on est vraiment la question, on est ouvert et on attend que ça. Enfin, Donc l'idée vous l'avez quand même, compris, c'est de passer de moins en moins de temps à chercher des dates. Et, ouais. Et de plus en plus à dire oui, ok, Oui, on ça arrive. marche, on est Pas de partant. souci. vous voyez évoluer vers un rock plus puissant, plus mélodique. Je sais pas trop. En fait, c'est pas quelque chose qu'on va décider à l'avance. C'est d'un seul coup, on a une idée et on va se dire ça peut être pas mal. On va faire quelque chose avec. Ça peut être Surtout pour toi, Elise, qui vient en plus du classique, il faut que tu y ailles doucement, marche par marche. Non, pas forcément, parce que pour le coup, j'écoute quand même du rock et puis, voilà, j'ai des propositions. Je propose des choses aussi et ouais, non, en fait, ça dépend vraiment de ce qui vient sur le moment, quoi. Léandre peut trouver un riff, le faire évoluer, ou alors ça peut être moi qui invente un truc. Ouais, c'est ça. Et puis il y a des choses où quand on a l'idée, ça ressemble à ça, mais après quand on l'a mis tous ensemble, en fait, ça peut rien avoir avec l'idée du départ, quoi. Donc en fait, Ceci dit, pour répondre à la question, j'ai quand même bien l'impression qu'en ce moment, sur les nouvelles compos, pas celle de l'EP qui arrive, mais on est en train de composer en ce moment certaines chansons, on se dirige quand même plus vers des choses plus progressives, du rock un peu plus progressif. ouais. Notamment, je sais que moi et mon père, on écoute pas mal Last Train en ce moment, qui est un groupe qui nous inspire beaucoup. nous inspire beaucoup. Et donc voilà, je pense que, en tout cas de ce que je ressens dans les compos qu'on est en train de faire, On c'est retrouvera au Trianon des choses progressives. en décembre. Ouais. On part sur le prog, je suis d'accord. Et puis l'autre élément rapidement, c'est le son aussi. Ouais. On est en train de se chercher au niveau du son parce qu'on est conscient qu'il faut qu'on ait un son. Plein de choses. Voilà, et c'est vraiment le son. Voilà. Riff and Jack avec JF. Merci Élise, Charles, François et Léandre pour ce moment très agréable partagé avec nous dans Riff and Jack. Je rappelle que les titres de Seeking Too Much sont disponibles partout sur les plateformes. Je vous recommande vivement de les écouter, de les suivre en concert, festival, scène picarde, date à venir que vous découvrirez en les suivant sur les réseaux. Un grand merci à Ben et à Stéphane aussi qui ont réalisé cette émission et merci à vous qui nous écoutez et merci pour votre fidélité à Happiness. On s'écoute un dernier titre de Seeking Too Much, 8 and Fury.